Typique à souhait avec ses rameurs dont les barques glissent sous d'authentiques ponts de pierre de l'époque Ming, Zhujiajiao fait le bonheur des touristes chinois de plus en plus nombreux à voyager à l'intérieur de leur immense pays. Chaque dimanche, ils s'adonnent à une curieuse coutume qui consiste à acheter, puis à remettre à l'eau, un poisson rouge. Un geste de compassion qui porterait chance. Visiter Shanghai, c'est aussi découvrir que l'histoire de la Chine ne s'est pas écrite qu'à Pékin. Après l'abdication de Puyi, le dernier empereur, le docteur Sun Yat-sen devient en 1911 le premier président de la République. Au terme des traités de Nankin qui avaient mis fin en 1842 à la guerre de l'opium, le port s'était ouvert aux étrangers. La ville s'enrichit alors à une vitesse vertigineuse, favorisant l'éclosion d'une élite chinoise et d'une haute bourgeoisie de financiers et de négociants. Elle connaîtra dans les années 30 son âge d'or. Dans le quartier de Xintiandi, une maison-musée évoque cette atmosphère des concessions internationales qui jouissait de l'extraterritorialité et qui avait fait de Shanghai le Brooklyn de l'Asie. Avant-gardiste et occidentalisée, Shanghai n'en restera pas moins farouchement chinoise, comme la suite de l'histoire allait le montrer. Je pense que Shanghai est une ville qui a toujours été une ville cosmopolite, de tout temps. Malgré tout, elle a gardé ses caractéristiques, comme ce quartier que vous voyez, qui est resté typiquement chinois, en même temps qu'elle est très ouverte par rapport à d'autres villes chinoises. Cette maison de thé, c'est la plus ancienne et la plus connue de Shanghai. C'est en fait, autrefois, les gens venaient boire une tasse de thé à n'importe quelle heure de la journée, même du soir, se retrouvaient entre eux et c'est une coutume. Et ici, il y avait aussi autrefois des chanteuses qui accompagnaient de leur chant les clients qui venaient boire leur thé. Et voilà Shanghai, dit Tintin en s'adressant à son fidèle Milou, à peine débarqué sur le Bund, le quai le plus célèbre de toute l'Asie. Et quel Shanghai! La ville mythique du lotus bleu et du célèbre grand monde, dont il ne reste que la silhouette. C'était la plus grande maison de plaisir et de jeux de Chine, symbole de tous les fantasmes d'un Orient mythique, décrit par les journalistes de l'époque, Albert Londres, Lucien Baudard ou Joseph Kessel. Mais une autre histoire s'écrivait dans la clandestinité. La création du Parti communiste chinois dont l'acte de naissance fut signé dans cette maison en 1921. Aujourd'hui, un promoteur de Hong Kong relook tout le secteur. Si l'on regarde l'histoire et le passé de Shanghai, avant les années 50, la ville était l'une des plus grandes du monde, alors que Hong Kong n'était qu'un petit port de pêcheurs. La raison pour laquelle nous avons décidé de restaurer ces vieilles maisons, c'est que le quartier est situé tout autour du bâtiment où s'est tenue la première réunion du Parti communiste chinois, il y a 80 ans. Et parce que c'était un monument historique, le gouvernement ne nous a pas autorisés à construire n'importe quoi. Théâtre des massacres de 1927, décrit par André Malraux dans La condition humaine, le quartier sera de nouveau victime de l'histoire lors de la révolution culturelle, après 1966, quand des familles entières occuperont ces belles maisons d'un autre temps. Nous nous sommes dit qu'il était sans doute préférable de restaurer ces vieilles maisons avec leurs portails de pierre. Nous avons démonté les pierres que nous avons nettoyées une à une, puis assainies et remontées. Ça, c'était le plus facile. Et la seconde étape, la plus difficile, c'était d'insuffler la vie dans ces nouvelles maisons. Un lieu de vie nocturne et de divertissement, avec ses cabarets et ses restaurants de luxe, c'est le choix adopté pour le nouveau quartier de Xintiandi. À Shanghai, l'histoire connaît des raccourcis qui défient les idéologies.
Un proverbe chinois dit « Pour construire l'avenir, il faut oublier le passé ». À Shanghai, on semble le suivre à la lettre. Des quartiers entiers ont été abattus. La ville est un gigantesque chantier et il faut être bien persévérant pour dénicher ces Li Long, ces ruelles villageoises écrasées par les immeubles et les voies express. Pourtant, ils existent encore ces rares îlots de tissu urbain où la vie s'éveille, grouillante et pittoresque, dès les premières heures de la journée. Mais pour combien de temps ? Poissons, criquets, crapauds et surtout oiseaux. Les animaux continuent à accompagner les citadins dans leurs loisirs. Le marché aux oiseaux, perdu dans la jungle du centre-ville, offre une délicieuse halte dans la Chine séculaire. Zhang Haitian est peintre, et ce qu'il aime, ce sont les gens. Ces Shanghaïens de la rue, souvent témoins passifs de la métamorphose accélérée de leur vie. Shanghai change très vite avec tous ces nouveaux quartiers. Mais il y a des squares et des jardins dans lesquels les enfants, mais aussi les personnes âgées, peuvent se retrouver. C'est eux que j'aime dessiner, tout comme l'atmosphère qui règne dans ces lieux. Je vais d'abord à l'extérieur pour faire mes croquis, puis je reviens dans mon atelier pour les retravailler. Les échanges entre la Chine et l'Occident sont de plus en plus importants, et les idées venues d'Europe pénètrent désormais dans notre pays. Moi, je fais mes peintures à l'encre selon une méthode traditionnelle chinoise. Et je souhaite opérer une synthèse entre les deux tendances. Je pense que ce style peut trouver son public, un public plus large. Le jardin Yuyuan, construit pour un mandarin au XVIe siècle à l'époque Ming. Un lieu de promenade prisé des Shanghaïens pour qui l'espace vital reste une priorité. Nous réalisons chaque année 10 millions de mètres carrés d'espace vert et nous allons garder le même rythme pendant plusieurs années encore. Notre objectif d'ici à 2005, c'est d'atteindre une superficie de 8 mètres carrés d'espace vert par personne pour atteindre en 2010 10 mètres carrés. Nous avons vraiment le désir de faire de Shanghai une ville de jardin. Dans un contexte de modernisation accélérée de leur cité, et dans l'hypothèse où Shanghai accueillerait l'exposition universelle, les responsables de la municipalité mettent les bouchées doubles. En préparant l'exposition universelle, nous souhaitons contribuer au progrès de l'ensemble du pays. Comme vous le savez, le thème de l'exposition est « Une ville meilleure pour une vie meilleure ». Or, dans l'ouest de la Chine, certaines régions sont encore peu développées. Grâce à l'expo, si elle est organisée à Shanghai, ces régions pourront bénéficier de techniques plus avancées et de l'exemple d'autres villes dans d'autres pays. Cela pourra les aider à se développer à leur tour. Mais nous pensons également proposer à ces pays, qu'ils soient en voie de développement ou industrialisés, des solutions. Car on rencontre toujours des problèmes liés au développement urbain en matière de travail, d'environnement et de niveau de vie.
Des ambitions démesurées au pays de la démesure. Voilà ce qu'affiche clairement Shanghai en se projetant en 2020. Au musée d'urbanisme de la Place du Peuple, la plus grande maquette d'une ville dans le monde laisse incrédule. Et pourtant... Si vous voulez voir une maquette comme ça, c'est voir une ville comme ça en pleine effervescence, en plein... Alors on a une espèce de doute, est-ce que c'est vraiment possible? Et quand on a fréquenté Shanghai, on se dit que oui, c'est tout à fait possible. Et que ça a toutes les chances de se passer comme ça, que ça s'arrêtera un jour, que le flot déviera comme dévie tous les flots. Enfin, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, on l'a dit, ça s'arrêtera. Mais ça ira vite et loin, c'est la vie même en ce moment à Shanghai. Cœur artistique et culturel de Shanghai, la Place du Peuple est l'endroit de la ville qui a le plus changé. C'est un but de promenade pour la population qui l'envahit chaque week-end et y voit le signe éclatant de la modernisation de sa métropole. La place accueille aussi plusieurs musées, ainsi que l'incroyable opéra de l'architecte français Jean-Marie Charpentier, une merveille de l'art contemporain. Mais c'est toute l'agglomération shanghaïenne qui est devenue un formidable laboratoire d'architecture. Beaucoup de choses vont se passer ici, certainement. Et comment justement les pas principaux seront passés? Comment là on est en train de voir la transformation de la ville, donc des éruptions, ça peut conduire au pire débordements, à des mauvaises choses, mais ça conduit aussi à des positions ouvertes où les décisions ne prennent pas sans s'étendre, où l'enthousiasme est là. Et pour nous architectes, c'est l'occasion d'amener des choses, oui, qu'on n'aurait pas pu amener autrement, de lâcher les brides un peu à l'imagination. Ça, c'est une chance. Maintenant, on est sur l'avenue des siècles. Et ce projet est fait par un Français, Arte Charpentier. Moi-même, j'ai participé à ce projet. Plus tard, je pense que ça sera encore... il y aura plus de tours, plus de bâtiments comme Champs-Élysées. Quel est le retour d'investissement au fond? En fait, on investit, si vous voulez, déjà pour le marché chinois. Rien que la ville de Shanghai, c'est 13 millions d'habitants. Si on regarde les provinces côtières de la Chine, c'est 200 millions d'habitants qui ont un niveau de vie de plus en plus important. Donc, d'une part, on investit pour le marché chinois et d'autre part, la Chine se pose également en grand pays exportateur qui progressivement exporte dans le monde entier. Avec seulement 12% de la population, Pudong réalisait en 2001 près de 30% du PIB municipal grâce aux multinationales. Les grands groupes industriels français ont été parmi les premiers à s'y implanter et à participer à son boom économique. Nous vendons des gaz, nous vendons des équipements, nous vendons des services. En particulier dans toute l'industrie de l'électronique, nous allons continuer à nous développer et à suivre les investissements des clients à Shanghai. Et pour cette zone, il y a plusieurs clients qui sont en train de construire de nouvelles unités, de nouvelles usines de semi-conducteurs. Enfin, ce sont les deux rives du fleuve, larges comme 4 fois la Seine, qui connaîtront dans les mois prochains une complète restructuration. Notre gouvernement a prévu de développer une zone portuaire sur une longueur de 85 km pour une superficie totale de 73 km². Ces travaux ne se feront pas en une seule étape, mais sur le long terme. L'extension du port entraînera de grands changements. Les anciennes usines et les entrepôts vont être déplacés en dehors de la ville et à la place, on va construire un terminal international destiné au transport maritime et fluvial.
Nous allons privilégier les transports de passagers en utilisant le meilleur de la technologie actuelle et réaliser un des ports de tourisme les plus modernes au monde. On dit souvent que les Chinois font peu attention à un certain nombre de problèmes liés à l'agrément de la vie dans les villes, mais c'est faux. Je veux dire, des fois, ça précède le développement intellectuel et industriel, d'autres fois, ça le suit. C'est une espèce de balai qui n'est pas toujours parfaitement réglé. Il n'y a pas une société au monde qui est capable de se développer dans une logique parfaite et dans un ordre. Mais tout ça va ensemble, et tout dans une espèce de choses compliquées, un peu chaotiques par moments, il faut bien le reconnaître. Et avec, encore une fois, une espèce d'ouverture dont peut-être on n'est même plus capable, quoi. Dans une débauche de lumière, le Bund fait la fête. Shanghai by Night renoue avec cette ambiance des années folles où elle se vantait d'être la seule ville d'Asie où l'on ne dormait jamais. Pendant la fête, les travaux continuent. De l'autre côté du Huangpu, l'immense Oriental Art Center, conçu par l'architecte français Paul Andreu, sort de terre. 40 000 mètres carrés de plancher au sol, 3 opéras, théâtres et salles de concert. Livraison 2004, pas une minute à perdre. Commerciale, certes, mais aussi culturelle et surtout humaine, Shanghai a toujours entretenu avec la France des relations privilégiées. Nous sommes dans un parc qui est situé dans une ancienne concession française. Et c'est une maison qui a daté des années 20 et qui a un charme plutôt européen. Là, ils ont fait un bar, un restaurant. Et moi, je trouve il y a un mélange de culture européenne et chinois. Et parce qu'avant, dans les années 20, Shanghai était toujours une ville Paris-Orient. Et ils sont aujourd'hui assez conscients de ça. Il faut garder le passé, le mémoire. Personne ne peut dire regarde seulement l'avenir sans regarder le passé. Vous savez, à Shanghai, il y a des anciennes concessions françaises. Les anciennes concessions françaises se font remarquer par la présence de platane. En chinois, on dit que c'est le platane français. Et en français, vous ne trouvez pas ce mot. En chinois, on dit toujours c'est fa guo wu tong. Donc ça, et vous voyez à Shanghai, mais parmi les anciennes constructions, dans les anciennes concessions françaises, il y a surtout de très belles maisons. Alors ça donne des idées. On dit que la France, c'est un pays qui a beaucoup de goût, qui a beaucoup de culture. Dans une atmosphère de sous-préfecture, l'ex-concession française, avec ses villas de style basque ou normand entourées de jardins, a gardé quelque chose de sa bonhomie. Ici, le temps va moins vite. Et la municipalité a même décidé de réhabiliter ce quartier tranquille. Sous les platanes de la vieille rue Shaoxin, Gary et Pierre se retrouvent parfois pour évoquer le passé. C'est votre photo de mariage? Oui.
C'est mon père, c'est ma mère, c'est moi. 1972. L'époque de l'ex-concession française, je me suis initié au français à l'école municipale franco-chinoise, actuelle lycée Guangming. Et puis, après avoir sorti de l'école secondaire, je suis entré à la faculté de médecine de l'université de l'Ordre. Shanghai aujourd'hui, c'est une ville moderne, mais aussi elle garde les vieilles habitations. Et cela nous fait la nostalgie des années 30. Les Français expatriés, qui menaient une vie sociale et mondaine, avaient leur club, leur cercle sportif. L'hôtel le plus chic de Shanghai, le Garden, était à l'époque le club le plus sélect de la concession. En 1926, c'était le cercle sportif français et dans les années 50, c'est devenu le club Jinjiang. Ce n'est qu'en 1989 qu'on a transformé le bâtiment en hôtel. On a souhaité conserver le caractère de l'ancien site pour établir les nouveaux plans ainsi que l'architecture et la décoration de style français. Cette ville au destin hors du commun, soumise à l'épreuve de régimes antagonistes, semble avoir retrouvé l'euphorie du passé. Le Palais des Enfants, autrefois demeure d'un millionnaire, est devenu un lieu où enfants et adolescents viennent étudier les arts scéniques, la musique et la danse. Au-delà de cette vitrine des talents et du savoir-faire, les jeunes Shanghaïens reflètent encore ce curieux mélange d'une génération à cheval entre deux systèmes. Un sentiment diffus qu'ils expriment dans le jugement qu'ils portent sur leur ville, notamment par rapport à Pékin. J'adore me promener sur les quais. Vous connaissez la rive Huangpu? Je crois que c'est la scène de Shanghai. Si tu es à Shanghai, tu peux, quand tu rentres tard, et tu peux trouver des supermarchés qui sont ouverts pour tous les jours, 24 heures. Il me semble que Shanghai est une jeune fille, mais Pékin, un grand savant. Shanghai est jolie, plus jolie qu'avant. Tu peux choisir la vie que tu veux. Tu peux faire presque toutes les choses que tu veux. C'est comme... il n'y a pas beaucoup d'interdits comme ça. C'est à l'occasion du premier carnaval de Shanghai qu'An Niu a obtenu de la municipalité la permission de recouvrir d'une fresque éphémère un grand building de la place du Peuple. Un de ces événementiels chers à l'art contemporain qui inaugure un ton nouveau dans l'expression personnelle. Je pense que le Shanghai du XXIe siècle offre beaucoup d'opportunités pour les jeunes, en particulier pour ceux qui ont envie de réaliser et bâtir leurs rêves. Il suffit de rêver pour réussir.
Ici, aujourd'hui, on imagine les choses et on peut les réaliser. C'est pour cela que la ville est très séduisante. Un grand souffle de liberté après 30 ans d'isolement artistique. Je crois que notre génération, celle qui est née à la fin des années 70, porte encore les traces de cette blessure. Mais en même temps, nous sommes les premiers à avoir été influencés par des choses nouvelles qui venaient de tous les horizons. Par exemple, de l'Occident, nous avons tout reçu à la fois, que ce soit Madonna ou Michael Jackson, ou encore les Beatles, en même temps que Beethoven. Tout est arrivé d'un coup. Donc toute cette influence de l'extérieur est un peu confuse et arrive tard. Mais c'est pour cela que notre génération est très particulière. Les grands principes religieux de la spiritualité chinoise, confucianisme, taoïsme, bouddhisme, retrouvent depuis quelques années des couleurs. Les temples se raniment. La vie reprend. Le monastère bouddhique de Qinglong, érigé sous la dynastie Tang il y a 1200 ans, recèle des trésors, comme ces merveilleux Bouddhas de jade. Né en 1922, le vieux bonze Guangyun voit avec bonheur son temple se relever enfin de ses ruines. Lorsque je suis revenu ici, c'était en 1993. Tout était par terre. Mais avec l'aide de l'administration et avec la population locale, on a énormément travaillé pour tout reconstruire et pouvoir rétablir les cérémonies religieuses. À présent, le temple a retrouvé une partie de ses formes, mais on a encore 30 ans de travaux devant nous. Mais quand tout sera fini, il sera beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Comme en Occident, les Chinois se ruent dans un de ces immenses supermarchés qui ont éclos en quelques mois. Shanghai, qui pourrait bien devenir la rivale de Hong Kong, de Tokyo et pourquoi pas de New York, voit affluer une nouvelle population d'étrangers. En particulier chez nos compatriotes, dont le cercle francophone est aujourd'hui l'observatoire privilégié. À l'époque, les gens qui venaient à Shanghai étaient beaucoup plus, je dirais, des cynisants, des gens qui avaient, pour une raison ou pour une autre, un lien avec la Chine. Aujourd'hui, on voit arriver des jeunes qui viennent ici pour tenter l'aventure et qui se disent qu'après tout, pourquoi pas Shanghai? Parce que Shanghai, d'abord, est une ville mythique, une ville qui pourrait être, je dirais, le nouvel Eldorado. Les étudiants français de Reims, venus se perfectionner pendant 2 ans dans la gestion d'entreprise à l'université Tongji, sont plus que satisfaits de leur choix. On est avec des Chinois, donc il y a quand même, ils nous posent des questions, on essaie de répondre donc en chinois, puisque nos cours sont en chinois. Et là, on essaie d'avoir un échange. Moi, j'avais envie aussi d'apprendre le chinois, donc là, ça a été une très bonne occasion. Et puis, bon, c'est vrai que c'était surtout pour l'avenir économique de la Chine qui s'ouvrait à nous. C'était un programme aussi intéressant puisqu'on peut avoir un double diplôme, ce qui est relativement rare en ce moment en France. Donc un programme original avec la Chine. Nous avons de bons échanges avec les Français. Dans notre classe, il y a 20 Chinois et 20 Français. L'ambiance est très sympa. Pendant les cours, les professeurs s'occupent des 2 groupes. Par exemple, ils expliquent la provenance des proverbes chinois aux étudiants français. C'est très amusant et très vivant.